Et pendant les 2 heures qui suivent, de parler de problèmes qui sont assez importants, dont vous avez déjà entendu parler évidemment, mais c'est des questions importantes. Alors je sais que vous êtes sûrement tous très contents d'être ici plutôt que dans votre salle de cours habituelle, et que là il y a une... je suis content d'être l'occasion d'une rupture avec votre routine scolaire, et c'est super, mais ça va pas être une récréation, on va quand même essayer de parler de choses importantes. Moi de mon côté, je vais essayer de rendre les choses le plus intéressantes possible. On va essayer d'aborder plein de questions autour de l'écologie et particulièrement en partant de la question des déchets. Donc moi de mon côté, j'essaye de rendre les choses les plus intéressantes possibles et les plus compréhensibles pour vous. Et à tout moment, vous pouvez me couper, si vous levez la main bien sûr, me couper pour me poser une question, me demander de reformuler ce que je viens de dire si vous avez mal compris. Mais moi, de votre part, du coup, j'attends un minimum de concentration et d'attention à ces questions. La raison pour laquelle je viens vous parler de ça, c'est parce que ce sont des questions qui me passionnent. C'est des questions qui me passionnent à tel point que je monte une association, dont je vais commencer par vous parler là, qui vise à essayer de promouvoir une autre façon de gérer les déchets et donc une autre façon d'appréhender les problématiques écologiques. Donc il y a Adrien qui est ici présent avec moi, qui fait partie de l'équipe et qui se présentera dans la dernière partie de questions où on pourra échanger sur ce qu'on vient de se dire. Donc voilà, moi je travaille dans une association parisienne qui s'appelle Scolopendre et du coup il manque des petits éléments dans la présentation mais c'est pas grave, je vais les compléter. Donc ça c'est le logo de l'association dans laquelle je travaille. Cette association c'est un hackerspace. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables de me dire ce qu'est un hackerspace ou un hacker? Ouais. Un hacker, c'est pas celui qui pirate. C'est ça, exactement. Initialement, dans le langage courant, un hacker, c'est un pirate informatique. En réalité, évidemment, je suis pas un pirate, et encore moins, je suis pas un pirate informatique, et encore moins un pirate tout court. Un hacker, ce que ça signifie réellement, c'est un bidouilleur, quelqu'un qui essaye de se réapproprier les objets techniques et technologiques en les détournant. Donc en gros, un hackerspace, comme celui dans lequel je travaille, c'est un endroit où on essaye de détourner certains objets de leur utilisation initiale pour leur donner d'autres utilités, d'autres fonctions, et dans un cadre le plus écologique possible. Du coup, mon association, elle est orientée vers la gestion des déchets, spécifiquement. C'est un hackerspace, donc un endroit où on bidouille, mais on bidouille sur les déchets, et on essaye de montrer qu'il est possible de faire autrement des déchets. Donc pour que vous compreniez un peu de quoi il retourne, parce que là j'imagine que ça vous semble assez abstrait, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait, c'est notamment du démantèlement d'électronique. Alors, en 2 mots, là vous voyez, tout en haut vous avez une table vibrante qui est en fait une table de dessoudage. On voit bien qu'elle est artisanale et que c'est nous qui l'avons bidouillée tout seuls, comme des hackers, comme je vous expliquais. Et donc cette table vibrante, elle va nous permettre de récupérer tous les composants électroniques qui sont sur un circuit imprimé. On va venir les dessouder avec un décapeur thermique. En fait, on fait fondre l'étain sur la plaque du circuit imprimé pour récupérer tous les composants. Les composants ensuite ils sont testés et triés dans des bacs qui permettent de les référencer et de les récupérer. Une fois qu'on a fait ça, ça nous permet de produire de nouveaux objets uniquement à partir de composants qui sont dessoudés. Uniquement à partir de composants qu'on est allé récupérer un par un. Et alors, la raison pour laquelle c'est intéressant de faire ça, au-delà du fait que c'est passionnant d'apprendre un peu l'électronique et que je vous encourage à aller voir comment ça se passe, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un énorme scandale sur l'exportation illégale des déchets électroniques. Il y a énormément de nos déchets électroniques, des objets qui sont utilisés en France, qui partent vers des pays étrangers, qui sont le Ghana, le Niger et l'Inde. Donc, principalement. Et au Ghana, au Niger, au Mali ou en Inde, ça va être des populations non protégées, souvent des jeunes d'à peu près votre âge, qui vont devoir travailler sur ces déchets électroniques pour essayer d'en récupérer les métaux ou d'en récupérer exactement comme on l'a fait à l'instant, là, comme je vous le montrais avec la table à dessouder, récupérer les composants un par un pour pouvoir les réutiliser et les revendre. Donc c'est pour vous donner un exemple. Je ne sais pas qui a un smartphone dans cette salle. Vous êtes combien? Qui n'a pas de smartphone dans cette salle? Ouais, c'est peut-être plutôt ça la bonne question. Qui n'a pas de smartphone? Wow. Allez, personne. Ok. Ouais, c'est très impressionnant. Du coup, si vous reprenez ce chiffre de 30% de déchets électroniques qui partent à l'étranger, vous imaginez, ça veut dire que là, je peux prendre un tiers de la salle
Et je peux vous dire que ce tiers de la salle, les téléphones que vous avez dans la poche maintenant, là où ils vont finir leur vie, c'est à l'étranger, au Ghana, au Niger, en Chine ou en Inde, et que dans ces pays, ils vont provoquer ce genre de scènes, qui sont pas très jolies, et donc provoquer des maladies pour les populations locales et des problématiques écologiques pour les écosystèmes locaux. Donc il faut bien avoir conscience que cette exportation, elle n'est pas autorisée légalement, elle se fait par des circuits illégaux, il y a tout un réseau de sociétés écrans qui permet à certains industriels de se débarrasser de leurs déchets de cette manière-là. Mais néanmoins, c'est un problème qui est à l'échelle mondiale. En France, c'est 30 à 30%, on estime qu'aux États-Unis, on est plus proche des 40%. Donc c'est difficile d'établir un chiffre précis, puisque comme je vous le disais, c'est illégal, et donc c'est des filières qui sont pas contrôlées, on ne peut pas quantifier exactement ce qui s'y passe, mais on est sûr que c'est au moins 30%. Donc voilà, nous, quand on fait du démantèlement électronique artisanal, comme je vous le montrais, on essaye de faire exactement ce que font nos esclaves ghanéens, chinois et nigérians auxquels on envoie nos déchets. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de délocalisation inversée. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la question de la délocalisation, du fait qu'on va chercher de la main-d'œuvre à bas coût à l'étranger pour optimiser les process de production, et que c'est un problème du point de vue de la montée du chômage dans nos pays. J'imagine que vous avez entendu parler de cette question. Là, il est question au contraire de relocaliser les activités les plus dangereuses d'action sur les déchets. Puisqu'en fait, ce qu'il y a de plus grave avec la problématique de l'exportation illégale des déchets, c'est qu'on a des populations très pauvres qui n'ont pas de protection adéquate et qui se retrouvent à gérer nos déchets à nous. Donc en le relocalisant en France, on se donne la possibilité de le faire avec les protections adéquates et de le faire nous-mêmes. Parce qu'une des raisons pour lesquelles il est vraiment intéressant de travailler sur le déchet, et particulièrement les déchets électroniques, c'est que il y a si vous voulez, on peut superposer une carte des inégalités et une carte de la gestion des déchets. Il y a des résonances très fortes entre les inégalités sociales de la société dans laquelle on vit et la gestion des déchets. Là, on vient de le voir avec cet exemple. Nous, on est des populations plutôt riches. Vous avez tous un smartphone dans la poche parce que vous avez tous eu les moyens de vous l'acheter. Du coup, vous avez une capacité à produire des déchets qui est supérieure à celle de personnes qui ne peuvent pas s'acheter de smartphone. Plus on a un pouvoir d'achat important, plus on va produire de déchets. Mais paradoxalement, plus on a un pouvoir d'achat important, plus on va vivre dans un environnement dans lequel il n'y a pas de déchets. Les populations riches vivent toujours dans des quartiers qui sont très propres. Alors l'exemple qui est là, c'est 2 quartiers parisiens, et ça vous montre la différence en termes de capacité de gestion des déchets entre un quartier riche et un quartier pauvre. Ce qui se vérifie à l'échelle des quartiers de Paris se vérifie aussi à l'échelle mondiale, comme on vient de le voir avec la question des exportations de déchets. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on produit de déchets, je vous le fais très simplement, et plus on est pauvre, plus on vit dans les déchets des riches. Vous voyez ? Du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt social à essayer de promouvoir d'autres façons de gérer les déchets et de s'en occuper à une échelle plus locale. C'est ce à quoi mon association travaille. En fait, cette question de la répartition des déchets en fonction des ressources économiques, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle l'injustice environnementale. Je vais revenir sur ce concept, mais l'injustice environnementale, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà, ce concept d'injustice environnementale ? Non ? Eh bien, l'injustice environnementale, en 2 mots, c'est l'idée qu'on n'est pas tous responsables à égalité de la crise écologique. Vous voyez bien, encore une fois, quand on prend le pouvoir d'achat et qu'on se rend compte que plus on a un pouvoir d'achat important, plus on produit de déchets, on voit bien que s'il y a une crise de la prolifération des déchets, comme on va le voir au cours de cette présentation, c'est bien le fait d'une petite partie de la population et pas de tout le monde, en tout cas des plus riches. La question de l'injustice environnementale, elle va au-delà de ça, en disant qu'on n'a pas une responsabilité, la responsabilité n'est pas également distribuée dans le changement climatique qu'on voit à l'heure actuelle, qui est lié à une prolifération des émissions de gaz à effet de serre, dont aussi on va revenir, sur lesquelles aussi on va revenir. La totalité des enjeux écologiques, si vous voulez, sont très mal distribués dans la responsabilité d'un côté et
le fait d'en subir les conséquences de l'autre, pour le faire simplement. En gros, c'est les pays de l'hémisphère nord qui, de très loin, ont le plus participé à ce qu'on ait une crise écologique à l'heure actuelle, et les pays de l'hémisphère sud qui en subissent le plus des conséquences, alors que ce ne sont pas, ne sont pas les premiers responsables. Donc voilà. J'espère qu'au travers de ce petit exemple et de ce petit détour par la question de l'exportation illégale des déchets électroniques, vous avez un peu compris ce qu'on essaye de faire avec Scolopendre, avec mon association. En gros, ça consiste à faire quelque chose de pas très ragoûtant, mais que je vais vous inviter à faire avec moi là, pendant l'heure et demie qui arrive. C'est mettre le nez dans les poubelles. C'est essayer d'ouvrir les poubelles et de se rendre compte de ce qu'il y a dedans, et pour comprendre que c'est un marqueur particulièrement important de ce qui ne va pas dans le monde dans lequel on vit. Est-ce que tout le monde suit à peu près là? Est-ce que vous avez compris cette histoire d'exportation illégale des déchets? Ouais, vous avez... Et voilà, c'est... Bon. Excusez-moi. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va essayer de faire, vous présenter rapidement le plan de... Ouais. Non. Si, rapidement le plan de ce qu'on va faire, puisque on va partir de la question du déchet, comme je vous l'ai dit, et comme vous l'avez maintenant bien compris, mais pour essayer de monter en généralité, pour aller jusqu'aux questions écologiques. Donc on va essayer de comprendre d'abord ce qu'est la prolifération des déchets, comprendre comment, notamment dans le milieu marin, il y a une prolifération qui est extrêmement inquiétante, comprendre d'où vient cette propension à jeter qu'ont les sociétés humaines. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? D'où vient le concept de poubelle, qui nous semble, nous, être un objet du quotidien, mais qui a toujours été là alors que ça fait à peine un siècle que les poubelles existent. Et ensuite, essayer de relier cette question des déchets et cette question de la façon qu'on a de jeter les choses à l'enjeu plus large des questions écologiques. C'est-à-dire replacer la question de la pollution des milieux. En gros, ce dont on va parler avec le déchet, c'est la pollution des milieux. C'est le fait qu'il y ait des intrants chimiques partout sur la planète, dans différents écosystèmes dont on va pouvoir parler, à cause du fait qu'on se débarrasse de nos déchets dans la nature, qu'il y a toujours un moment où ils finissent par rejoindre la nature quand ils sont mal gérés. Mais au-delà de cette question strictement de la gestion des déchets et de la pollution des milieux, la crise écologique, c'est aussi un enjeu climatique que vous connaissez tous, ce qui est la question du réchauffement de la planète, mais c'est aussi une question d'érosion de la biodiversité. On va voir qu'il y a 27 000 espèces qui disparaissent chaque année, c'est-à-dire une toutes les 20 minutes, c'est un rythme très inquiétant. C'est aussi la question de l'excès de la capacité de charge des écosystèmes à l'échelle mondiale. Alors ça, on va prendre le temps de l'expliquer, mais en gros, c'est tout simplement le fait que les écosystèmes, passé un certain moment, n'ont plus la capacité de se renouveler par rapport au stock d'énergie et de ressources qu'on vient prendre au sein de ces écosystèmes. Et la dernière chose, c'est la question de la crise énergétique, bien sûr. Donc vous avez aussi entendu parler, c'est le fait qu'il n'y a plus de pétrole et plus de gaz, et que donc du coup il va falloir essayer de trouver d'autres sources d'énergie. Voilà, on va essayer de finir par ça pour pouvoir aborder la question de la décroissance. Vraiment en conclusion, et ensuite j'espère qu'on aura le temps de discuter ensemble de ce que ça évoque pour vous et de ce que tout ce dont on vient de parler veut dire, à mon sens. Voilà. Bon, alors en introduction, je voulais vous parler de la pollution océanique, parce que c'est vraiment une des choses les plus inquiétantes dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. C'est un marqueur, les océans, c'est vraiment la base de la vie sur Terre. Vous vous souvenez sans doute de vos cours de biologie au collège qui vous expliquaient que la vie a commencé dans les océans. Et effectivement, l'écosystème marin, c'est la colonne vertébrale des écosystèmes terrestres. C'est-à-dire que s'il y a une défaillance de l'écosystème marin, comme le plancton, si vous voulez, est à la racine de la chaîne alimentaire, de l'ensemble du vivant, si jamais il y a un problème sur cette chaîne alimentaire-là, ça a des répercussions sur l'ensemble du vivant sur la planète, pas seulement sur les écosystèmes marins.
Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle je voulais partir des océans. La deuxième, c'est que tous les déchets qui ne sont pas correctement gérés finissent dans les océans. Pour une raison simple, c'est le ruissellement, le fait que même un déchet qui est enfoui, il va finir par rejoindre à un moment sous une forme moléculaire, sous une forme éclatée en plein de petites molécules, il va finir par rejoindre une nappe phréatique et in fine, avec le cycle de l'eau, finir par rejoindre les océans. Et donc avec les cours d'eau, tous les déchets, les macro-déchets, donc les déchets qui sont déposés dans la nature, finissent au bout de quelques années maximum dans les océans. Un déchet que vous avez laissé en montagne, il va finir dans les océans en passant par les cours d'eau bien sûr. Donc c'est bien dans les océans qu'il faut commencer par chercher les symptômes d'une prolifération des déchets, si effectivement prolifération des déchets il y a. Je pense que c'est une question rhétorique et que vous savez déjà la réponse à cette question, mais voilà. Effectivement, les océanologues sont complètement dépités de l'ampleur de la catastrophe écologique dans les océans, avant tout à cause d'un exemple emblématique qui est le 7e continent de plastique. Alors, on y est déjà. Je suis désolé, je devrais normalement passer les slides, ça serait un peu plus fluide, mais c'est Adrien qui s'en charge parce qu'on a eu un petit problème technique, comme vous en êtes rendu compte au début. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le 7e continent de plastique? Est-ce que déjà parmi vous, vous avez... Il y en a qui ont déjà entendu parler de cette expression, 7e continent de plastique, ou trash vortex du Pacifique Nord. Non, ça vous dit rien? Alors, du coup, l'expression est un peu trompeuse, donc on va pas utiliser 7e continent, mais plutôt dire qu'il s'agit d'un trash vortex. C'est un endroit dans le Pacifique Nord où il y a une concentration de pôles de plastique et de déchets flottants qui est tellement importante qu'on a utilisé cette expression de continent de plastique. Mais en fait, c'est une expression qui est trompeuse, puisqu'il ne s'agit pas de grands déchets, ça donne l'impression qu'on pourrait marcher sur les déchets. Parce qu'ils ont été concentrés donc, par les courants océaniques, je vais vous expliquer comment. Mais en fait, on ne peut pas marcher dessus. C'est surtout des micro-particules de plastique qui se trouvent dans les 30 premiers mètres de la colonne d'eau. Vous avez les 30 premiers mètres de la colonne d'eau, dans lesquels sont en suspension environ 134 000 morceaux de plastique au kilomètre carré. Et ça se produit sur un territoire qui fait quasiment 35 fois la France, c'est 20 millions de kilomètres carrés. Donc sur 20 millions de kilomètres carrés, vous avez cette soupe de plastique qui est dans les 30 premiers mètres de la colonne d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça un continent de plastique, c'est que ça a été tellement impressionnant quand on l'a découvert il y a à peu près, ça fait 15 ans à peine qu'on sait qu'il y a ce phénomène-là. Ça a été tellement impressionnant qu'on a voulu utiliser cette expression choc de 5e continent de plastique, 7e, excusez-moi. Mais en réalité, c'est pas vraiment un continent, encore une fois, ce sont des déchets en suspension, ce qui est beaucoup plus grave, comme on va le voir, puisque ça permet à ce plastique, à cette échelle-là, excuse-moi, ça permet à ce plastique, à cette échelle-là, d'être ingéré par les poissons et de remonter dans les chaînes alimentaires. Justement parce que ce sont des micro-morceaux de plastique. Donc en fait, cette concentration de déchets flottants dans le Pacifique Nord, c'est parce qu'en fait c'est une gyre océanique qui se trouve à cet endroit-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le concept de gyre océanique? Vous avez peut-être vu ça pour les terminales S en cours, non? Je ne sais pas. Les gyres océaniques, en fait, c'est des endroits de concentration des courants marins. C'est des endroits, en fait, c'est des espèces d'énormes tourbillons dans lesquels la plupart des courants marins convergent. Ce qui fait que tous les déchets flottants vont se retrouver attirés par ces espèces de tourbillons. Tout ce qui se situe à la surface de l'océan, à un moment ou à un autre, va finir par se retrouver dans ces gyres. La gyre océanique du Pacifique Nord est la plus polluée de très très loin. On ne sait pas exactement d'ailleurs pourquoi. Il y a encore des questions sur pourquoi c'est à cet endroit-là précisément que se concentrent le plus les déchets. Mais il en existe 4 autres des gyres. Il y en a une autre dans le Pacifique Sud, il y en a une dans l'océan Indien et il y en a 2 en Atlantique. Dans ces gyres océaniques, il y a des déchets qui sont concentrés, dans les 5. Il n'y en a pas autant que dans celle dont je viens de vous parler, avec 20 millions de kilomètres carrés, je vous rappelle le chiffre, 35 fois la France, avec 134 000 morceaux de plastique au kilomètre carré. C'est vraiment énorme, et donc la question fondamentale, c'est celle non pas du fait que ce soit un événement isolé, juste dans le Pacifique Nord, mais que ça se reproduise partout où il y a des gyres océaniques, dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique. Donc,
Ça, c'est ce qui arrive à nos déchets flottants. Les déchets flottants, ils se retrouvent dans les gyres océaniques et ils sont ingérés par les espèces vivantes. Donc il y a la question de la bioaccumulation. T'es un peu en avance, excuse-moi. Ouais, merci. La question de la bioaccumulation des polluants dans la chaîne alimentaire, c'est ce dont je voulais vous parler avec la problématique des microplastiques. Le fait que ce ne soit pas des macro-déchets qui flottent et qui fassent réellement un continent de plastique sur lequel on puisse marcher, mais que ce soit de tout petits morceaux de plastique disséminés, c'est en fait beaucoup plus grave, puisque ça provoque un phénomène d'ingestion qui concentre dans la chaîne alimentaire les polluants. C'est-à-dire qu'un tout petit organisme va manger une toute petite quantité de plastique. Un organisme plus gros qui mange le petit organisme qui a mangé le plastique va manger plusieurs de ces petits organismes et donc manger plus de plastique, etc. etc. À mesure qu'on remonte la chaîne alimentaire, on se retrouve avec de plus en plus de polluants concentrés dans les organismes. Et qui c'est qui est tout en haut de la chaîne alimentaire mondiale? J'imagine que vous savez. Alors c'est pas le lion, ça fait quelques années que le lion est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Il l'a été pendant longtemps, mais... Non, vous n'avez pas une idée? C'est l'homme plutôt, a priori, hein. C'est ça. A priori, ceux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, et donc qui vont subir le plus les conséquences de cette accumulation de polluants dans les chaînes alimentaires, ce qu'on appelle la bioaccumulation, hein. Donc vous avez bien compris le principe de la bioaccumulation. Plus les organismes sont gros et plus ils ingèrent de polluants, parce qu'ils ingèrent de plus en plus d'êtres vivants qui ont d'ores et déjà ingéré des polluants. Je ne sais pas si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit de manière très claire là. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Vous avez tous bien compris? Encore une fois, je vous demande vraiment de ne pas hésiter à lever la main et pas hésiter à me couper si c'est pas clair. J'ai l'habitude de m'adresser à un public d'adultes, et du coup, peut-être que j'ai essayé de faire un effort pour simplifier, mais il faut me dire. De quoi? Non, excusez-moi, vous êtes des adultes, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire des adultes un peu plus engagés dans le processus. Ok. Bon. Du coup, ce qui était important de vous montrer là, avec cette question du 7e continent de plastique, qui n'en est pas vraiment un, et cette question de la bioaccumulation dans les chaînes alimentaires, c'est qu'en gros, on a des déchets qui ont proliféré absolument partout. Pour les déchets flottants, effectivement, leur destin, c'est de se retrouver dans une gyre océanique, d'être petit à petit fragmentés en plein de petits morceaux qui vont être intégrés dans les chaînes alimentaires et remonter jusqu'à nos assiettes. Mais il y a plein de déchets qui ne sont pas flottants. En fait, c'est l'immense majorité des déchets qui se retrouvent dans la mer et pas flottants et coulent, et trop lourds pour pouvoir flotter. Et du coup, ils se retrouvent dans les fosses océaniques. Donc, il y a un exemple assez marrant pour comprendre à quel point on a un problème de prolifération des déchets à l'heure actuelle. C'est qu'en 2012, il y a une expédition qui a été lancée au large de l'Irlande pour aller explorer une fosse océanique qui n'avait encore jamais été explorée. Donc c'est une fosse océanique qui est à 7000 mètres de fond. Donc ça fait partie de ces endroits vierges sur la planète, des endroits où l'action de l'homme ne s'est jamais exercée. Donc il y a cette idée, le mythe de la nature sauvage, de la nature qui n'aurait pas été dérangée par l'activité humaine. Bon, au final, on a... Oui. La vidéo, elle est pas sur cet D'accord, ordinateur. c'est pas grave. Il y avait une vidéo. Ouais. Ouais, on pourra regarder la vidéo à la fin, parce que j'avais une vidéo à vous passer, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Du coup, je reprends. En 2012, une expédition est lancée pour aller voir cet espace vierge, cet endroit où la main de l'homme n'aurait encore jamais interagi avec les écosystèmes. En fait, en descendant à 6000 mètres de fond, les chercheurs se sont rendus compte que nos déchets nous avaient précédés depuis très longtemps, puisque en fait, c'était littéralement un dépotoir. Donc on voit bien les photos là, c'est exactement ce qu'ont trouvé les chercheurs en descendant à 7000 mètres de fond, donc à 6000 mètres, pardon, dans ces fosses au large de l'Irlande. Donc là, ça vous permet de vous rendre compte qu'il n'y a plus d'espace vierge sur la planète.
récemment, dans la fosse des Mariannes, et c'est à ce sujet-là qu'était la vidéo que je voulais vous montrer là, qu'on verra à la fin. Dans la fosse des Mariannes, très récemment, donc là en 2017, vraiment l'année dernière, on a fait une mesure des polluants qui existent dans cette fosse des Mariannes. Je ne sais pas si vous connaissez la fosse des Mariannes, je vous en parle comme ça, mais c'est la fosse la plus profonde de la planète. C'est une fosse océanique qui fait 11 km de profondeur, il n'y en a pas de plus profond. Donc, en gros, en faisant des mesures de niveau de pollution dans cette fosse océanique, on s'est rendu compte que les taux de pollution, notamment au PCB, enfin à différents produits chimiques, donc j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est un peu compliqué, la pollution à différents produits chimiques est plus importante dans ces fosses océaniques que dans la rivière la plus polluée de Chine. Je ne sais pas si vous savez, mais la Chine est réputée pour être un des pays les plus pollués au monde, parce qu'ils connaissent un développement industriel très rapide, très accéléré. Depuis une cinquantaine d'années, c'est devenu extrêmement fort. Et du coup, il y a une très mauvaise gestion environnementale en Chine. Le fleuve le plus pollué, c'est le Yangtze, et on verra la vidéo tout à l'heure, et vous vous rendrez compte qu'il y a effectivement quelque chose de très inquiétant à ce que les fosses océaniques, c'est-à-dire les espaces les plus vierges de la main de l'homme sur Terre, soient encore plus pollués que les rivières de Chine. Et c'est lié à quoi ça? C'est lié tout simplement à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les déchets finissent dans l'océan, et s'ils ne sont pas flottants, ce qui est le cas de l'immense majorité d'entre eux, ils finissent dans les fonds marins, et notamment dans les fosses océaniques. Voilà. Donc, ce qu'on voyait aussi dans la vidéo et que j'aurais aimé explorer avec vous, c'est le fait que les polluants qu'on retrouve dans les fosses océaniques, là, c'est des polluants qui datent des débuts de l'ère industrielle. C'est des polluants qui sont plus autorisés. En France, par exemple, on n'a plus le droit de produire d'objets qui contiennent ces polluants-là. C'est le polybromide diphényléther, notamment, qui est une molécule qui sert de retardateur de flamme, qui sert à éviter que vos vêtements prennent feu, par exemple, qui a été beaucoup utilisée au tout début de l'ère consumériste, à peu près dans les années 50, et qu'on retrouve dans une très très forte proportion dans les fosses océaniques, alors que nous n'en utilisons plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit de mettre des vêtements sur le marché avec ce type d'additifs dedans. Mais donc, le gros problème de nos déchets, c'est qu'ils mettent très longtemps à se biodégrader. Et que donc, même si d'un coup de baguette magique, là, on réussissait à arrêter complètement la prolifération des déchets, on arrêtait d'en surproduire, on serait de toute façon obligé de vivre dans ces déchets pendant encore plusieurs siècles. Puisque c'est exactement ce qu'on voit là avec le polybromide. Vous avez une molécule chimique qui n'est plus produite, elle est encore produite dans certains pays, hein, c'est en Europe et aux États-Unis essentiellement qu'elle a été interdite. Mais une molécule qui a été surproduite à une certaine époque est en train d'avoir des effets maintenant et va en avoir encore pendant un siècle et demi au moins, avant qu'elle puisse se dissoudre. Donc la question des déchets, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets. Il n'est plus question de savoir comment est-ce qu'on va s'en débarrasser, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on va vivre avec, puisque de toute façon, ils sont là, et ils vont rester là, même si on arrête de produire des déchets. C'est important de bien comprendre ça. Donc voilà. C'est pour ça que nous, on a choisi, avec Adrien notamment, d'essayer de mettre le nez dans les poubelles. C'est qu'on pense qu'il faut arrêter de détourner le regard. Bon, je vais essayer de vous expliquer qu'à cause de la poubelle, à cause de l'émergence de cet objet qui est une boîte à outils, qui est en fait une boîte fermée, qui est en fait une boîte à oubli, qui permet d'oublier le déchet, on s'en débarrasse et on n'y pense plus. Il faut au contraire se mettre à réouvrir les poubelles parce qu'il faut réinvestir, il faut arrêter de détourner le regard, puisqu'on a beau mettre les choses dans les poubelles, elles finissent par nous revenir sous différentes formes dont je viens de vous parler en vous montrant les pollutions océaniques. Voilà, donc on va essayer de comprendre un peu ce que sont les déchets. Ça va être l'objet de l'heure qui nous reste là, où on va se demander d'où vient effectivement ce geste de mise au rebut, le fait de jeter, d'où est-ce que ça vient, et plutôt que de préserver, pourquoi est-ce qu'on jette. Et comment la poubelle est apparue comme un objet qui nous a encouragé finalement à reproduire ce geste. Voilà. Donc le plan, vous l'avez là. On va commencer par montrer que le fait de produire des déchets dans les sociétés humaines, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, c'est quelque chose qui a toujours existé. Pour ensuite
Voilà.